Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à quelques kilomètres à peine de Vittel, découvrir un village de 186 habitants, Valleroy-le-Sec, qui doit son nom à son positionnement sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Meuse et de la Saône. Focus sur deux exploitations agricoles, la ferme des Curtis tout d'abord avec Florian Fonbaron qui élève des vaches limousines et des porcs, transformation et vente directe, tout se fait sur place. En fin d'émission, direction le GAEC des copains, une affaire montée il y a quelques années. Aujourd'hui l'activité s'est diversifiée puisqu'on y trouve des poules pondeuses, de la culture de céréales mais aussi de la transformation. Le tout en bio. Mais avant de découvrir tout ça, nous sommes avec vous, Olivier Grosjean, vous êtes le maire de ce village. Alors c'est pas votre premier mandat, on va y revenir. Mais tout d'abord, on est encore fin janvier, c'est tout juste, mais on peut encore se souhaiter les vœux. Alors je vous souhaite mes meilleurs vœux déjà. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vous et aux habitants de ce village? Je souhaite les vœux de santé, de bonheur à tous les habitants et téléspectateurs qui nous regardent. Alors et vous, spécifiquement, ici à Valleroy-le-Sec, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une entente. Une entente. Une continuation dans les mandats. Alors on a un petit village de 180 habitants sur un territoire qui fait à peu près 350 hectares, dont 60 hectares de bois. Alors c'est pas votre premier mandat de maire, vous avez déjà commencé il y a quelques années, c'est ça? J'ai démarré comme maire, j'avais même pas été conseiller. Personne ne voulait se présenter, j'ai dit je prends la place. C'était en 2001. 2001. J'ai fait un mandat de 7 ans, après j'ai refait 6 ans d'adjoint. Un autre mandat simple conseiller et là ils sont revenus me chercher pour être maire. Comment elle a évolué cette fonction de maire depuis que vous l'avez commencé, débuté en 2001? Ça perdure pas, les gens viennent conseiller mais ne sont pas assez impliqués à mon avis. Ça manque d'investissement. Après Oui. C'est compliqué aujourd'hui de s'investir peut-être. Ça sera de plus en plus dur. On va vers des communautés de communes, on aura de moins en moins de choses à dire. Et c'est un peu avec regret. Tant qu'on peut gérer nos communes, ça fait depuis le début du mandat, on ne veut pas augmenter nos impôts. Le but, c'est de préserver l'argent dans les ménages. On essaye de dépenser de l'argent, mais pas en veux-tu, en voilà, et dans des choses pour les habitants. On va faire une réflexion de salle des fêtes qui est en cours. Je voudrais l'inaugurer avant la fin du mandat. On a refait tous les trottoirs dans le village, on a refait des chemins. Là, on va faire un verger communal. Derrière, donc ok. Pour les habitants. Alors pour les habitants, c'est-à-dire que la commune met en place, plante les arbres. Oui. Et puis les gens iront se servir. En libre service. Voilà. Quels sont les atouts ici de Valleroy-le-Sec? On est sur l'axe Vittel-Épinal. Bon, Épinal a plus d'emplois que Vittel maintenant. On a l'Ermitage qui n'est pas trop loin. Une vingtaine de kilomètres, et l'autoroute à Bugnéville pour se rendre à Nancy, c'est pas... Il y a 1 heure de Nancy, quoi. Ça se fait. Ça se fait. Les gens qui viennent à Valleroy viennent surtout pour le prix du terrain bâti, mais ont du mal de s'impliquer dans le village. C'est mon ressenti personnel. Ce que vous regrettez finalement. Un peu. Alors comment il a évolué ce village? On a 65 personnes de plus de 60 ans. C'est un peu le regret aussi, mais on ne peut pas attirer des jeunes non plus. Les familles qui ont des enfants vont travailler à l'extérieur au cas du travail. Mais est-ce qu'on peut encore venir s'installer ici? Est-ce que vous acceptez encore les nouveaux venus? Il y a déjà plus de terrain à bâtir. Accepter. Il y a déjà des maisons vides qui pourraient être réhabilitées. Voilà. Avant de construire, il faut peut-être déjà s'occuper des maisons vides. Ça fera partie des priorités. Ouais. Est-ce qu'on peut finir peut-être avec la question de notre émission? Est-ce que ça va chez vous ici à Valleroy-le-Sec? Ça va. Ça va. Eh bien, merci pour votre accueil, Olivier, ici à Valleroy-le-Sec. Merci. Nous continuons maintenant notre émission à la rencontre de Florian Fonbaron à la ferme des Curtis. Florian Fonbaron s'est installé en 2014 à la ferme des Curtis. Aujourd'hui, il élève des vaches de race limousine et des porcs. Il transforme et vend tout ce qu'il produit sur place. Florian, merci de nous accueillir à la ferme des Curtis. Alors, on voit derrière nous des vaches, vous élevez aussi des porcs. Pourquoi le choix de ces animaux-là? En fait, je suis né pour être agriculteur, je pense.
Donc je ne sais pas si c'était un rêve ou quoi, mais je me suis installé en 2014, hors cadre familial. Donc j'ai eu la chance de pouvoir reprendre une exploitation. Et j'ai fait le choix de partir en vache allaitante pour simplicité de vie, moins contraignant que de la traite. Et j'ai fait le choix de la race limousine parce que c'est une race facile à vivre en gros, pour faire simple. Et puis totalement par hasard, je suis parti dans la branche vente directe. Donc les clients tout d'abord ont été servis avec tout ce qui était viande de bœuf et veau. Et puis après j'ai eu de la demande pour faire du porc, donc de fil en aiguille, comme ça, en fait. L'exploitation s'est développée avec un atelier porc pour subvenir aux besoins des clients. C'est la demande qui a créé finalement l'activité derrière. Le total hasard, si je puis dire. Alors vous êtes Vosgien, vous avez fait vos études dans les Vosges également, oui. C'est ça. Aujourd'hui, donc ça fait 10 ans, un peu plus, 10 ans que vous êtes installé. Oui. Quelle est l'évolution que vous constatez sur le métier d'agriculteur? Est-ce que vous aimez toujours autant ce métier? Heureusement, heureusement. Oui, non, après, quand on est né dedans, si je puis dire, on n'est pas plus malheureux que ceux qui travaillent à l'usine. Donc, on travaille avec la nature, on travaille avec du vivant. Donc, oui. On entend beaucoup que c'est un métier qui peut être contraignant. C'est un métier prenant. C'est un métier prenant, c'est un métier passion. Combien de bêtes vous avez? En tout, il y a 80 mères allaitantes, ce qui fait un total de 220-230 bovins sur l'exploitation. D'accord. Et les porcs? Et on fait une centaine, 120 porcs à l'année, exclusivement en vente directe. Alors pour vous occuper de tout ça, vous êtes tout seul sur la partie élevage? Oui, je suis tout seul, avec un petit coup de main de ma fille, qui termine ses études et qui doit revenir sur l'exploitation d'ici 1 ou 2 ans, qui est en BTS à Mirecourt. Alors la partie élevage, la partie transfo de l'autre côté, donc pour ça vous avez un petit coup de main pour la partie transfo? J'ai 2 salariés à tiers-temps pour la partie boucherie et livraison. Et qu'est-ce qu'on transforme alors? Comment on le transforme surtout? On découpe toutes nos carcasses, donc tout ce qui est bovin, tout ce qui est porc, sur l'exploitation. On transforme après, on fait de la chipot, on fait de la merguez, on fait du boudin, on fait tout ce qui est viande fumée pour choucroute, potée. On répond à la demande du consommateur. Oui, c'est très large. C'est très large, comme une boucherie. Alors il y a une partie vente directe ici à la ferme. Oui. Un marché aussi, le marché de Bouxurul notamment. Oui, on fait le marché de Bouxurul chaque 2e et 4e samedi de chaque mois. Et puis tous les vendredis soirs ici à la ferme. Et puis on travaille beaucoup avec les collectivités, maisons de retraite, collèges locaux et les limitrophes départements. C'est une partie importante, la collectivité, les collèges? Ça devient important. Ça devient important, il y a une grosse demande. Les cuistots sont très demandeurs. Donc oui, ça devient une partie conséquente. Est-ce que c'est difficile aussi de se faire sa place sur un marché? J'imagine que c'est des appels d'offres, des choses comme ça. Oui, c'est l'appel d'offres. C'est une réduction de coûts, mais tout autant, il faut pouvoir vivre derrière son activité? Réduction de coûts, oui. Après, moi, j'essaye de tenir une ligne de conduite vis-à-vis de mes clients, déjà. Les ancestraux, ou même j'ai des clients style restauration. Donc, les restaurants du secteur. Donc, j'essaye de garder une ligne de conduite. Donc, non, réduction de coûts, vraiment à minima. On voit au prix juste. Oui. Vous aviez fait le pari fou, on peut le dire comme ça, d'installer un distributeur à Vittel. 3 ans après, quel est le bilan que vous tirez de cet investissement? Le bilan est positif. Il y a une bonne retombée économique. Et puis les clients sont satisfaits du service proposé. Donc il est que bénéfique. Aujourd'hui, est-ce que l'idée c'est d'en mettre d'autres ailleurs? Est-ce que déjà avec celui-ci c'est bien? Non, c'est bien. Après, moi je suis plus parti sur le développement. Comme vous avez pu voir, je suis en travaux. On refait un magasin complet, une boucherie complète. Donc je suis plus parti pour faire développer l'activité en local, ici sur l'exploitation. Écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Florian pour votre accueil ici à la ferme des Curtis. Nous partons maintenant découvrir le GAEC des copains. C'est en 2008 que le GAEC des copains a été créé par Sarah Felton. Quelques années après, elle est rejointe par son mari Fabrice. Aujourd'hui, ils sont 3 associés et ont un salarié. Ils produisent des céréales et élèvent des poules pondeuses en agriculture biologique, une volonté dès le départ de l'activité.
Fabrice, merci de nous accueillir. On est devant le four à pain, ça Ouais. sent bon. On n'a pas, les téléspectateurs n'ont pas l'odeur, mais nous on l'a. Donc 2008, je le disais, la création du GAEC des copains. C'est votre épouse Sarah qui a créé cette activité. Comment ça s'est fait? Comment c'est arrivé le GAEC des copains? Alors, avec des copains, c'est le fruit d'une reconversion professionnelle, une reconversion de vie de famille. Alors, moi, j'avais quand même toujours l'intention de devenir paysan. Sarah a travaillé 10 ans chez Michelin à Clermont-Ferrand. Et puis, un matin, elle s'est levée en disant qu'elle voulait faire autre chose et pourquoi pas me rejoindre dans cette folie de l'installation agricole. Alors vous avez immédiatement fait le choix d'une agriculture biologique. Pourquoi? Ouais, c'était une condition sine qua non pour nous installer. L'origine de cette démarche est le fruit j'ai une expérience en Afrique, au Mali. Et lorsque j'étais là-bas, j'ai vraiment pris conscience des effets dévastateurs de l'agriculture chimique et productiviste européenne sur les économies locales dans les pays du Sud. Et en rentrant de là, j'avais toujours le projet de m'installer, mais la seule manière conciliable avec ce que je venais de vivre, avec ce que j'avais envie de vivre, c'était de travailler en agriculture bio et de pratiquer une agriculture qui se destine à des produits qui soient consommés le plus localement possible autour de là où on allait cultiver. Alors 15 ans après, vous êtes toujours en agriculture biologique, bien évidemment. Est-ce que la place de cette agriculture biologique est toujours la même? Déjà, nous, on est toujours en bio et en plus, aujourd'hui, on travaille en biodynamie. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'agriculture bio a plus de place qu'elle n'avait il y a 18 ou 20 ans parce qu'on était vraiment sur un marché presque de niche. Et je pense que l'agriculture bio a plus que sa place aujourd'hui, notamment par rapport aux enjeux liés au changement climatique. Alors justement, vous parlez d'aléas climatiques, de changement climatique. Comment on fait quand on est agriculteur pour exploiter aujourd'hui? Vous faites notamment des céréales. Avec ce changement climatique, cette météo qui est très changeante, une année de pluie, une année de sécheresse, comment on fait pour s'adapter aujourd'hui? Nos manières de nous adapter, c'est déjà d'avoir une certaine diversité dans les cultures qu'on met en place. Des céréales, des oléagineux. On cultive une douzaine d'espèces sur la ferme. Si bien que globalement, il y en a au moins une qui ne fonctionne pas chaque année, mais il y en a toujours une ou plusieurs qui fonctionnent. Alors, il est souhaitable qu'il y en ait un maximum qui fonctionnent, mais en tous les cas, c'est une manière quand même de nous préserver un petit peu de ces aléas. Alors, vous parlez de beaucoup de variétés, justement, ça passe par quoi? Qu'est-ce que vous cultivez principalement? Alors, on cultive différents types de blés, des blés qu'on dit modernes, des blés de pays, on cultive du petit épaule, du seigle, des différentes sortes de lentilles, du lin, du millet, du sarrasin, du tournesol, de l'avoine. Il y a déjà de quoi faire. Ouais, ça fait déjà. Sur quelle ça surface? fait surtout beaucoup à stocker. Et sur quelle surface? Le GAEC aujourd'hui cultive 70 hectares. Et donc pour tout ça, donc, je le disais, vous êtes 4, 3 associés plus un salarié. 3 associés, voilà, on n'a pas parlé. Pierre-Olivier s'est installé en 2014, nous a rejoint sur la ferme. Lui non plus n'est pas des Vosges. Et depuis 2009, on a une salariée qui nous accompagne dans l'aventure. Alors pendant presque 15 ans, c'était Bernadette. C'était notre voisine. Elle était, je crois, contente de venir travailler chez nous. Mais nous, on était surtout très contents de l'avoir avec nous. Elle a pris sa retraite il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est Patricia qui la remplace. On voit derrière nous Sarah qui s'occupe du pain. En tout cas, aujourd'hui, c'est elle qui le fait. Le pain, c'est majoritairement, c'est l'activité principale ici quand même? Oui, le pain reste l'activité majoritaire sur la ferme, autant en termes de temps de travail, puisqu'on fait du pain 2 jours par semaine, mais également en termes de chiffre d'affaires sur la ferme, en termes de fatigue, puisqu'en fait, comme on commence le pain, on travaille en direct donc et on cuit au bois, du coup ça nous oblige à commencer à 3 heures du matin. Donc le pain, et après le reste, c'est des activités. On parlait de lentilles tout à l'heure. Oui, alors après, il y a une autre activité sur la ferme, c'est quand même, on a un élevage de poules pondeuses. Où la vocation première, c'est de vendre des œufs. Et comme on a un centre de conditionnement, les œufs déclassés sont valorisés via un atelier de fabrication de pâtes à la ferme. On a également une activité de vente de farine qui est complémentaire. Le but premier de la farine chez nous, c'est qu'elle soit transformée en pain. Ensuite, au fil des années, c'est mis en place une vente de farine aux particuliers, en même temps que tous les autres produits. Donc effectivement, on a parlé des lentilles qu'on conditionne, le petit épeautre. Alors, où sont vendus tous vos produits? C'est une manière un peu spéciale parce que finalement, tout ce que vous produisez, on sait que ça va être consommé puisque c'est sur un système de commande. Ce n'était pas forcément le cas en 2008, mais au fil du temps, une fois que les clients sont venus à nous, qu'ils se sont fidélisés, on a proposé un système de commande, notamment parce que ça nous rassurait, ça nous offre de la visibilité sur ce qu'on a à produire. Et ensuite, les gens commandent et on les livre sur alors soit des dépôts, on livre des magasins bio, et aussi depuis le Covid, en fait, s'est mis en place, a été créée l'association des Bio du Coin,
Association, aujourd'hui on est une douzaine de fermes à être adhérentes et l'idée c'était de mutualiser nos points de dépôt puisque chacun vendait des produits chez soi et on a mutualisé nos points de dépôt pour proposer les produits des collègues chez nous et nos produits chez les collègues. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives, les projets, les envies peut-être encore de développement ici ? Il y a un projet qui est mis en place aujourd'hui par les associés. On a le souhait de transmettre la ferme aujourd'hui. Parce qu'avec Sarah, on va avoir 50 ans et on a envie de vivre un autre projet. Et donc là, on s'est mis dans une démarche de recherche de candidats pour reprendre la ferme. On aimerait être parti pour fin 2026, début 2027. Voilà, on a fixé un certain nombre de critères ou de conditions sur la transmission. Et maintenant, les dés sont jetés et puis on verra ce qu'il adviendra. Écoutez, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Fabrice pour votre accueil. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.